Bonjour à toutes et à tous. Merci de nous rejoindre aujourd'hui pour ce nouveau live métier. Je vois qu'il y a du monde, donc bienvenue au collège Émile Zola, au lycée français international d'Agadir, au collège des Champs-Plaisants. Bienvenue à tous. Je m'appelle Marie-Axel et je serai votre animatrice pour aujourd'hui. Vous le savez, chez MyFuture, notre but, c'est vraiment de vous faire découvrir un maximum de métiers en rencontrant des professionnels de tous les horizons. Aujourd'hui, ce live, il est en partenariat avec le LEM, donc les entreprises du médicament, qui regroupent les entreprises du secteur de l'industrie pharmaceutique en France. Ce live métier, il est participatif, c'est important. Vous avez un chat à votre dispo, donc surtout n'hésitez pas à nous bombarder de questions. Il n'y a pas de questions bêtes et on est là pour y répondre aujourd'hui. Il y a également un modérateur, donc David. Bonjour David, qui va suivre tous vos messages et toutes vos questions, qui y répondra ou les relaiera pour que je puisse les poser à notre invité du jour. Pensez également à regarder ses commentaires, puisqu'ils peuvent contenir des informations utiles et des précisions sur ce qu'on est en train de se dire. Avant de rentrer dans le vif du sujet, on va voir le sommaire. Donc d'abord, bien sûr, on verra en quoi consiste le métier de notre intervenante. On verra également un cas concret, c'est-à-dire un petit peu ses missions pour se faire une meilleure idée de son métier. On verra ensuite son parcours, comment est-ce qu'elle en est arrivée là, ce qu'elle aime et ce qu'elle aime le moins dans son métier, puisqu'il y a forcément des petites choses qu'on aime un peu moins. Et enfin, elle nous racontera une petite anecdote sur son métier. Encore une fois, n'hésitez pas à nous poser toutes vos questions dans le chat pour que je puisse les poser directement à notre professionnel. Sans plus attendre, donc, on va accueillir Anne-Laure, qui est pharmacovigilante dans un service de sécurité des patients et de pharmacovigilance. Bonjour Anne-Laure. Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Je m'appelle Anne-Laure Chabanon et donc je suis pharmacienne et je travaille donc dans une entreprise, dédiée à la santé, Sanofi et dédiée à la fabrication et la commercialisation des vaccins. Ok, super. Donc de toute façon, on va voir tout ça ensemble aujourd'hui. Donc tu nous as partagé des photos pour qu'on comprenne un petit peu mieux ton métier. Donc sur les photos, on voit sur les 3 premières un peu en quoi consiste ta profession. Est-ce que tu peux nous expliquer ce choix? Alors tout à fait, donc sur la première photo à gauche, on voit en fait, quelqu'un qui est sur un microscope. Et donc en fait, tout commence avec la recherche, donc recherche et développement et la fabrication de nouveaux, médicaments, de nouveaux vaccins, donc avec, tout ce que cela comporte en recherche clinique et études cliniques pour arriver à la commercialisation donc de vaccins que vous voyez sur la deuxième photo, qui sont destinés à protéger, des millions de personnes, dans le monde. Et le travail de pharmacovigilant, donc que vous voyez, avec la loupe, c'est comme un travail de détective. En fait, c'est on va mener des enquêtes pour voir si déjà nos vaccins, sont bien, en toute sécurité, donc administrés, chez les patients et sont, ce qu'on en appelle en anglais safe. Donc il y a beaucoup de mots en anglais. Vous le verrez donc, l'anglais est notre langue, commune à travers le monde puisqu'on travaille avec, différentes équipes et donc c'est un travail de détective. Donc on s'assure que le bénéfice pour, les patients est bien supérieur au risque et donc on va enquêter si on nous rapporte un effet indésirable pour voir en fait si, notre, vaccin ou notre médicament de façon plus large a pu causer, quelque risque que ce soit chez les patients. Donc OK. on pardon. Très bien, oui, non, non, vas-y, continue. J'avais juste une question. Donc, toi, tu fais vraiment que de la pharmacovigilance pour les vaccins ou également c'est pour les médicaments? Alors moi, je suis dédiée au vaccin. Donc en OK. effet, voilà. OK, très Alors vaccin et ou ce que l'on appelle les anticorps monoclonaux aussi. Donc il y a, des possibilités de protéger, par une technique différente que, le vaccin. OK, très bien, très bien. Sur les images qu'on voit donc en bas, c'est un peu plus pour parler de toi, ta journée. Parce que c'est vrai, on se demande un petit peu avec ce métier, à quoi ressemble une journée? Est-ce que tu as une journée type ou au contraire, est-ce que ça change tout le temps? Alors ça change tout le temps et c'est ce que OK. j'aime.
C'est que, en fait, il y a, ben, voilà, des urgences à gérer, des choses à prioriser. Tout ça, est fait, en fait, de façon, très collaborative au travers le monde avec des équipes qui sont partout dans le monde. Donc, je reviens, en fait, à l'anglais qui est indispensable dans notre travail. Et alors, on a plusieurs fuseaux horaires. Donc, le matin, on travaille plus avec des personnes, par exemple, en Inde. L'après-midi, ça sera des personnes plutôt aux États-Unis, par exemple, voilà. OK. Et donc la journée, bah, il y a des choses qui sont planifiées, mais je pense que c'est, commun à tout travail. Il y a des choses qui sont planifiées, puis d'autres qui le sont moins en fonction, en fait, de ce qui arrive. Donc il y a aussi de l'imprévu. Forcément. Et là, vous voyez sur la droite, en fait, une balance et c'est vraiment, je pense, le symbole, en fait, de notre métier. C'est-à-dire que, voilà, on va s'assurer toujours que le bénéfice pour les patients est toujours supérieur au risque. Donc c'est cette balance où on voit les bénéfices plutôt donc à gauche et les risques qui doivent être minimisés. D'autant que pour, la partie donc vaccin, on s'adresse à une population, saine. Donc normalement, on est sur du zéro risque. OK, très bien. Très bien et justement, donc population saine, c'est-à-dire que quand on administre un vaccin, c'est quelqu'un qui est déjà en bonne santé et c'est pour le protéger des éventuelles maladies futures. Tout à fait, À tout à l'inverse fait. d'un médicament où là, on va plutôt le donner à une personne malade dans le but de le guérir. Exactement, donc on est sur le domaine de la prévention. OK, très bien, très intéressant. J'ai déjà une question de Léo, qui demande sur quoi ou sur qui sont faits les tests pour les vaccins? Alors, il y a une partie en fait, de toxicologie, donc qui est faite, sur des modèles donc, animaux le moins possible, mais, donc en amont. Et après, en fait, une fois que l'on sait, en fait, que le vaccin, en fait, est en toute sécurité, on va faire, en fait, ce qu'on appelle un développement clinique. Donc déjà sur un petit échantillon et sur la base de données solides, que l'on a donc en sécurité et sur la base aussi de d'autres, vaccins, d'autres médicaments, la base de littérature et donc on va faire des études cliniques sur des petits échantillons et on va, en fait, agrandir au fur et à mesure pour prouver en fait l'efficacité, du vaccin, tout en gardant bien sûr sa sécurité, pour pas que ça ne cause en fait de risque chez le patient. OK, très bien et c'est ça quand on parle, on a tous déjà entendu parler de par exemple pour les médicaments, j'imagine des essais cliniques. Est-ce que c'est un peu ça correspond à ça ou c'est autre chose? C'est tout à fait ça, ce sont des OK. études cliniques, donc qui sont, déroulées en fait chez des patients qui sont, au départ en fait on va s'assurer sur une certaine, population et puis une fois que l'on aura en fait obtenu ce que l'on appelle l'autorisation de mise sur le marché, donc, en fait que tout notre dossier va être donc, documenté, évalué par les autorités de santé et que l'on aura cette autorisation, on va pouvoir en fait avoir, enfin la population au terme large avec qui sera diversifiée pourra bénéficier en fait de ce médicament ou de ce vaccin. OK, c'est très intéressant et tout à l'heure, tu nous parlais un petit peu donc il y avait beaucoup de recherche et développement, pour un médicament ou pour un vaccin. Est-ce qu'il y a une moyenne, de temps pour développer un vaccin? C'est une bonne question donc je dirais une, quinzaine d'années avec, la recherche et le développement. Donc on a vu aussi pour, la pandémie donc covid que tout ça, ça a été accéléré et donc pendant le covid et le développement des vaccins, donc à ce moment-là, en fait, il y a eu une recherche accélérée et une mise sur le marché accélérée, mais ce qui a nécessité également une surveillance renforcée puisqu'on était allé plus vite que d'habitude. Oui, 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 j'imagine, du coup, il y a peut-être moins le temps, bah, de voir les effets sur la population. Parce que j'imagine que si, c'est 15 ans en moyenne, de manière générale, c'est qu'il y a une raison, il y a une raison à ça. C'est vraiment pour pouvoir surveiller peut-être les effets et cetera? Alors tout à fait. Après, la recherche avait commencé bien avant. De toute Oui. façon, on avait en fait des outils déjà disponibles en fait, pour développer ces vaccins-là. OK, très bien. Donc j'imagine également que c'est un coût hyper élevé de tout ce développement, que ce soit vaccin ou médicament? Tout à fait. La recherche et développement constituent un poste très élevé au niveau des investissements pour pouvoir être à la pointe et pouvoir répondre aux besoins des patients pour, la protection donc, de la santé.
OK, et tu nous as dit aussi tout à l'heure, parce que c'est vrai que je me suis posé la question, donc vous travaillez vraiment avec, des on va dire des confrères, des collègues partout dans le monde et du coup, ça veut dire que, par exemple, vous échangez, on va dire vos informations sur tel ou tel vaccin, entre pays, entre confrères et cetera? Alors, tout à fait. En fait, il y a des consortiums. Donc on travaille, par exemple, en Europe, on a un consortium, dédié avec plusieurs, industries pharmaceutiques, plusieurs représentants. Donc il y a une mise en commun aussi d'une partie des savoirs, hein, pas de la totalité, parce Mmh. que bien sûr, il y a une compétitivité entre, les laboratoires, mais c'est ce qui est aussi stimulant, ce qui permet une sorte d'émulation pour pouvoir être à la pointe, en fait, de la recherche et du développement. OK, très intéressant. J'ai une question de Clara qui demande si l'intelligence artificielle a changé votre travail ou est-ce que si ça n'a pas vraiment d'impact? Ah si, c'est une très bonne question et bien évidemment, on essaye de voir, la juste place, je dirais, de l'intelligence artificielle. Dans mon, dans mon métier, personnellement, je l'utilise parfois, notamment pour, m'aiguiller sur, alors soit des présentations pour m'aider en fait à être très pertinente sur la façon dont je veux présenter les choses. Ça peut être également pour, me donner en fait un angle de vue, différent. Donc, ça ne remplace pas en fait le jugement. Par exemple, dans mon métier, il y a beaucoup de jugements cliniques, mais parfois donc j'utilise en fait, l'intelligence artificielle pour pouvoir, m'aider. Et en fait, c'est en développement. La place de l'intelligence artificielle est en développement, mais bien sûr, on va composer avec parce qu'on ne peut pas faire sans. OK, donc oui, pour l'instant, c'est plus, on va dire, un support, une aide peut-être, pour être plus pertinent ou peut-être plus rapide, mais ça ne te remplace pas, en tout cas, dans ton travail? Non, tout à fait. OK, très bien. Justement, on va, pour se faire une meilleure idée un petit peu de ton métier au quotidien, on va parler donc d'une de tes missions, ce que nous on appelle le cas concret. Et une de tes missions, donc, c'est la surveillance de la sécurité des médicaments durant tout le cycle de vie. Est-ce que tu peux un peu nous parler de ça, les problèmes que tu peux rencontrer également dans cette mission? Alors, donc en effet, donc la surveillance de la sécurité, c'est du début en fait, donc au début, enfin pour le développement et on parlait en fait des études, chez l'animal. Donc, la pharmacovigilance est déjà impliquée à ce niveau-là. Ensuite, donc dans tout le déroulement des études cliniques, donc on est en collaboration donc avec, le développement clinique, au niveau des fonctions collaboratrices. Jusqu'à la mise sur le marché, donc du médicament, là j'ai mis médicament d'un terme, général qui inclut bien sûr les vaccins et durant tout le cycle de vie, c'est-à-dire que c'est pas parce qu'en fait le médicament est sur le marché que l'on arrête toute surveillance. On OK. continue bien évidemment et la population étant, différente des études cliniques, c'est très important de surveiller et jusqu'à la fin en fait, de vie du médicament, si le médicament est retiré, du marché. OK, très bien. Donc c'est pour ça, ça arrive parfois qu'un médicament, il a passé, on va dire, tous les tests, les essais cliniques, il est mis sur le marché et au final, on se rend compte qu'il y a, je sais pas, des fois, c'est des effets secondaires peut-être qui n'étaient pas prévus, donc il est retiré après du marché? Ça peut arriver, ça peut arriver. OK, OK, très bien. Donc les problèmes, voilà, c'est ça en fait les problèmes que vous pouvez rencontrer quand vous surveillez, on va dire, la sécurité de ces médicaments, c'est, bah, voilà, de voir que au final, le médicament, il ne correspond pas, on va à Ou plus l'intégralité de la population. ou plus, en fait, c'est aussi Ou parce plus. qu'il y a d'autres alternatives et donc au bout d'un certain temps, en fait, le médicament, va être retiré au profit de quelque chose d'autre. OK, Donc oui, pas oui, oui. forcément du fait de voilà, d'un problème de santé publique, c'est Ouais. aussi, enfin, ça fait partie du cycle de vie du médicament. OK, c'est que des fois, il va peut-être sortir un autre médicament qui va être plus efficace. Donc on va dire celui-là, il est devenu, on va dire, un petit peu obsolète Obsolète. et donc Tout à on fait. le OK, très intéressant et vous, donc c'est comment vous faites justement pour cette surveillance? Comment ça se passe, pour surveiller ces médicaments? Est-ce que, c'est par rapport, au retour des patients qui peuvent faire, je sais pas, directement un organisme dédié sur les effets? Comment ça se passe, cette surveillance? Alors, la surveillance donc est tout au long du cycle de vie et donc donc l'octroi d'une autorisation de mise sur le marché donc est validé par les autorités de santé, donc par des organismes qui sont complètement indépendants et une fois donc sur le marché, tous les professionnels de santé, les patients, si, un effet indésirable survient et
le rapporteur, ce que l'on appelle, pense qu'il peut y avoir un lien de causalité, donc que c'est dû en fait au médicament, peut le rapporter, doit le rapporter d'ailleurs pour les professionnels de santé, donc soit, au laboratoire, pharmaceutique, soit aux autorités de santé. Toutes ces notifications d'effets indésirables vont aller dans une base de données qui est donc, commune, donc qui est européenne, internationale, et donc ces OK. données vont être analysées, par ces organismes, donc par ces autorités de santé, mais aussi par le laboratoire pharmaceutique qui commercialise en fait le médicament. Et donc OK. nous, notre travail d'enquêteur, ça va être de voir si sur la base d'une notification ou sur, l'ensemble des notifications, donc de façon, agrégée. Donc, s'il y a un signal et si, il y a un signalement en fait d'une causalité avec le médicament qui a été administré. Donc c'est le travail d'enquête, et ce travail d'enquête va se baser sur, toutes les informations qui vont nous être rapportées, mais aussi en fait sur des recherches bibliographiques, sur la base de ce qui a été vu ou pas dans les études cliniques. Donc c'est un OK. ensemble de faisceaux, d'informations qui vont être mises en regard pour voir en fait s'il y a, potentiellement le médicament, qui a causé donc cet effet. OK, OK. Et j'ai une question très intéressante, c'est vrai, de Clara qui demande donc si un médicament ne fonctionne pas ou voilà, si au final, il est pas, ça ne marche pas, c'est le laboratoire qui est responsable ou ceux qui ont, mis en vente le médicament, c'est-à-dire l'autorité qui a, autorisé la commercialisation de ce médicament? Alors si l'autorisation a été donnée, c'est qu'il y a quand même un bénéfice. On ne va pas OK, commercialiser, un médicament s'il n'y a pas de bénéfice. OK, Donc logiquement, ce type de médicament ne devrait pas arriver sur le marché. d'accord. OK, Après, très si bien. on voit que les risques sont supérieurs aux bénéfices, donc ça va être, une, responsabilité conjointe, et dès lors qu'il y a un signalement de ce ratio bénéfice-risque qui n'est pas positif, Mmh. le laboratoire pharmaceutique est responsable de le notifier aux autorités de santé, ou les autorités de santé sont responsables de le notifier, et donc il y a un travail conjoint pour, vite, agir, heu, voilà. Et tout OK. ça dans l'intérêt de la protection donc de la santé publique, donc des patients. OK. Quand tu parles des risques des médicaments, c'est, souvent on voit dans les effets indésirables, ça peut faire mal au ventre, ça peut donner des migraines. C'est ça aussi quand on parle des risques, des effets du médicament, ça va être les effets secondaires négatifs, mais qui sont quand même, on va dire moins négatifs que ce qu'apporte le médicament à la personne qui le prend? Tout à fait, et donc ça fait le lien avec la solution donc Mmh. qui est proposée. C'est que si on voit, un nouvel effet indésirable ou, même potentiel en fait, on a l'obligation en effet d'informer, de communiquer. C'est très important dans notre métier, et OK. donc un des moyens pour communiquer, c'est donc, ce qu'on appelle la notice que vous Mmh. retrouvez dans les boîtes, où en fait on va dire: «Ben voilà, potentiellement il peut y avoir ce type de risque d'effet indésirable», et donc d'avoir une information donc qui soit documentée et claire pour les professionnels de santé, mais aussi pour les patients. Alors c'est pas forcément des risques qui vont être des effets indésirables qui vont survenir, c'est, parfois juste une hypothèse, Mmh. mais on préfère en fait être transparent pour pouvoir mieux informer et protéger donc le patient. Oui, Donc qu'ils c'est puissent, vraiment de la prendre. protection. OK, ouais, que le patient, voilà, il sait que ça peut arriver, il prend le médicament, en sachant que derrière, il y a des risques d'effets indésirables. Et tout à l'heure, donc tu nous disais, vous travaillez avec plusieurs endroits, on va dire, dans le monde. Mais du coup, est-ce que tous les pays ont les mêmes, on va dire, les mêmes bases et les mêmes règles pour la commercialisation d'un médicament ou est-ce que ça change d'un pays à l'autre? Alors, on essaye, enfin, il y a des règles communes, donc Ouais. on a ce qu'on appelle des guidelines internationales. Mmh. On a aussi, en fait, des spécificités, donc en fonction des pays ou des régions, Europe, bien sûr, et logiquement, ça tend vers une harmonisation, mais il peut y avoir aussi des spécificités, des exigences spécifiques à certains pays. OK. Voilà, mais au global, il y a quand même une harmonisation entre les évaluations, et parfois certains pays s'appuient sur des régions pour pouvoir octroyer donc heu, accorder une autorisation de mise sur le marché. OK. Comme si on OK. mutualisait les efforts. OK, très bien. Et est-ce que ça peut quand même arriver, vu que des fois certains pays ont des conditions un petit peu différentes, qu'un produit soit commercialisé dans un pays et pas dans un autre? Alors tout à fait.
où, parfois, en fait, l'autorisation va arriver plus tard et certaines régions vont demander aussi, des études cliniques, spécifiques pour certaines, pour leur pays. OK. Voilà, pour s'assurer que en fait, nos différences d'ethnicité n'impactent pas, en fait, la sécurité, du médicament et auquel cas, ben, voilà, on peut, avoir à faire des études cliniques spécifiques dans certains pays. OK. L'idée étant d'harmoniser au plus possible, bien sûr. Oui, ouais, ouais. OK, c'est très intéressant. On va pouvoir passer maintenant à ton parcours. Donc comment, tu en es arrivé à ce métier? Toi, tu étais quel genre d'élève en troisième et au lycée? Alors en troisième, j'étais une élève moyenne. Pas forcément, très, assidue sur, mes cours. OK. Néanmoins, avec une progression jusqu'au lycée et donc jusqu'en terminale où je me suis plus concentrée parce que j'ai compris l'intérêt aussi d'être, investie dans ma terminale et donc dans mon bac à venir pour pouvoir accéder à ce que je voulais faire, c'est-à-dire donc un bac scientifique. Alors les OK. nominations ont dû changer, Mmh. mais ça m'a permis ensuite donc, de réussir ma première année de pharmacie. Donc, la pharmacie était, séparée des études de médecine, donc je suis OK. allée spécifiquement dans la fac de pharmacie OK. et là, je me suis vraiment concentrée parce qu'en fait, là, c'était le moment où il fallait pas rigoler, il fallait travailler et il fallait réussir et si possible du premier coup pour pas avoir à refaire cette première année. Ouais. Voilà et donc ça m'a permis de commencer cette fac de pharmacie qui est assez générale au départ avec, beaucoup de matières différentes. Donc je me rappelle aussi, il y avait sur les plantes, la OK. zoologie, des matières qui m'intéressaient plus ou moins, mais où il fallait en fait avoir une certaine culture générale. OK. OK, très bien et donc tu as fait 6 ans, c'est ça? C'est 6 années d'études? Tout à fait. J'ai fait OK. 6 ans de pharmacie avec, donc, des stages, à l'hôpital en externat, donc, c'était en quatrième année. OK. 4e, 5 année, j'ai passé le concours de l'internat, comme en médecine, ce qui m'a OK. permis, d'accéder à 4 années d'internat, donc à l'hôpital et en industrie. OK, très bien et ces 4 années d'internat, c'était donc après quelle année d'études? Tu as fait ça, c'est après la cinquième, la sixième, comment ça se passe? Alors c'est à partir de la 6e année. OK, OK, très bien. Donc ça fait effectivement, des longues études, je vois un commentaire de Léo qui dit: «Ça fait beaucoup d'études». Oui, Alors effectivement. oui et non, parce qu'en fait, on a l'impression là comme ça, mais non, parce qu'en fait, comme il y a des stages, Mmh. c'est assez pratico-pratique. Donc on est à Ouais, l'hôpital et en fait, on les voit pas passer, c'est pas si long que ça. On apprend. On oui, est aussi rémunéré pendant, les années d'internat, ce qui OK. permet d'être autonome et indépendant par rapport à sa famille. Oui, en fait, c'est ça, c'est que ça fait beaucoup d'années d'études, mais au final, tu commences à travailler pendant ces années d'études-là. Donc c'est différent, de quelqu'un qui va faire, une licence puis un master, donc 5 ans d'études, heu, en formation qu'on appelle initiale, donc sans alternance, où il y a pas spécialement de stage, pas spécialement de travail, où là, ça peut aussi être long Tout à fait. et donc toi, une fois que, tu as fait donc ton internat, qu'est-ce qui s'est passé? Alors une fois que j'ai fait mon internat, donc j'ai eu des stages en industrie dans le cadre de cet internat puisque j'avais choisi en fait la filière industrielle. OK, Et ça m'a permis d'avoir un premier contact avec l'industrie et ça s'est super bien passé. ouais, Donc j'ai reconduit, les stages que j'ai fait. Je crois que j'en ai eu 3. Donc, le premier c'était donc, au niveau global, ce qu'on appelle donc international et après c'était dans la filiale France. Donc c'était de l'autre côté en fait, si je puis dire, puisqu'il y a 2 aspects donc, dans les industries pharmaceutiques. C'est, quand on est au global et donc on est en connexion avec tous les pays ou on est dans une, filiale et donc, là j'ai fait ces stages donc en alternance à chaque fois OK. et cette première expérience m'a permis d'intégrer directement en fait, l'entreprise. Du fait de ce bon contact que l'on a eu de part et d'autre, en fait, on m'a proposé un CDI, juste à la fin de mon internat. OK, OK, très intéressant et tu disais, je reviens un petit peu à ton parcours et comment tu en es arrivé à faire ce choix du domaine scientifique. Que tu disais, bon, en troisième, tu étais pas forcément très assidue et c'est au lycée
Quoi, ça s'est révélé, tu t'es dit: «En fait, c'est vraiment les sciences qui m'intéressent». Tu avais une idée de ce que tu voulais faire ou juste tu savais que tu voulais être dans le domaine scientifique? Je savais que je voulais être dans le domaine scientifique. Je pense que ça s'est, matérialisé à partir, ben, de la première où j'ai eu quelques idées, mais c'était pas tout à fait clair et en Oui, terminale vraiment, et le fait d'avoir fait ce bac scientifique, alors, je pense que pour vous, ça va être de prendre les bonnes options pour pas se fermer de porte. oui. Ça a permis en fait d'accéder, directement à la fac. Mmh. Bon, il y avait pas de Parcoursup, Oui. mais voilà, ça m'a permis, ouais, j'avais cette appétence, donc cette envie de travailler dans les sciences. Mmh mh. J'avais pas spécialement envie de travailler donc dans les études de médecine parce que, OK, je me ouais. rappelle qu'en terminale, j'avais peur du sang. Heu, OK. voilà, donc c'était ça en fait, ma motivation, c'était vraiment les sciences et puis aussi résoudre des problèmes. OK, mais tu t'es pas dit: «Oh tiens, je vais être dans la pharmacovigilance en rapport avec les médicaments». Pas du tout, ça c'est vraiment venu au fur et à mesure de ce que tu as fait comme études? Tout à fait et en fait, dans mes premières années de pharmacie, donc en fait, ça devient de plus en plus concret Oui. et grâce au stage, donc en externat, puis dans ma 5e année où j'étais dans un centre régional de pharmacovigilance, Mmh mh. j'ai pu en fait, voir, que ça me plaisait énormément et donc j'ai continué là-dedans, en m'orientant au fur et à mesure en fait, pendant Mmh. ces années-là. Donc en fait, OK. c'était pas d'un coup, c'est, au fur et à mesure, en fait, je pense qu'on est guidé par les expériences que l'on a et voilà, ça facilite en fait les choix, qui s'offrent à nous. Ouais, ça c'est très important, hein, je le souligne pour les jeunes qui nous regardent, parce que souvent on peut être angoissé à l'idée de se dire: «Je ne sais pas ce que je veux faire comme métier», mais pour beaucoup de professionnels, qui sont aujourd'hui très bien dans leur métier, ils ne s'étaient pas dit à l'âge de 15, 16 ou 17 ans: «Oh tiens, je veux faire, bah, comme Anne-Laure, je veux être dans la pharmacovigilance ou autre». Mais ils ont un domaine de prédilection, un domaine qui les intéresse, donc ils ont commencé des études dans ce domaine et c'est en, on va dire, en évoluant dans ce parcours, d'études qu'ils ont trouvé le métier qui leur correspond le mieux. Donc Tout ça, à c'est fait vraiment bien de le souligner à tout le monde, oui. et donc en étant pharmacien, on a accès, dans l'entreprise à plusieurs types de postes. Donc ça peut être aussi dans la partie clinique, ça peut être dans les affaires réglementaires, donc Mmh. c'est-à-dire tout ce qui est en fait constitution des dossiers, notamment, bah, par exemple pour obtenir une autorisation de mise sur le marché, donc en lien avec les autorités de santé. Ça peut être aussi dans la qualité, donc il y a plein de postes différents en tant que pharmacien, et donc ces postes, sont ouverts dans l'entreprise pharmaceutique. Ouais, très bien aussi de le préciser, hein, c'est que des métiers, il y en a plein et peut-être aussi des métiers auxquels on ne pense pas, forcément, au début, des métiers qu'on ne connaît pas. Donc c'est aussi pour ça, c'est très bien ce type d'études. Ça permet, grâce au stage, grâce aux expériences professionnelles qu'on a au fur et à mesure des études, bah, on va dire, d'affiner ses choix pour trouver le métier, qui nous correspond le mieux. J'ai une question de Léo qui demande si il y a un autre chemin pour en arriver à ton métier ou est-ce que forcément il faut passer par, des études de médecine pharmacie? Ouais. Alors merci Léo pour ta question. Ce que j'ai pas précisé aussi, c'est qu'on n'est pas obligé de faire l'internat. En fait, on peut avoir des masters et donc ça peut être une filière un peu plus courte. Après sur les autres voies, oui, en fait, on essaye aussi d'avoir, différents profils. C'est très important en fait, la diversité. Donc, dans notre service, par exemple, il y a des personnes qui ont fait le cursus de médecine, d'autres qui ont fait, en fait, des facultés et qui ont fait des masters, des facultés de biologie, des masters. On a une personne qui est vétérinaire, OK. mais l'idée, c'est aussi d'avoir, et notamment dans le contexte de digitalisation et d'intelligence artificielle, en fait, on a des compétences qui sont très complémentaires. Donc voilà, alors je vais pouvoir moins parler en fait de ces, cursus-là puisque je les connais moins, mais tout à fait, il y a des personnes qui ont fait de la pharmacoépidémiologie, donc c'est très complémentaire et ce n'est pas l'unique voie pour accéder à des types de postes comme ceux-ci. Super, merci pour ta réponse. C'est vrai que c'est bien aussi de le dire, hein, il y a souvent on se dit: «Bon, bah, un parcours amène à un métier», mais il y a des métiers, il y a plein de métiers qui peuvent être, atteints par plein de parcours différents. Donc c'est très intéressant de le souligner également. On va pouvoir passer maintenant à ce que tu aimes le plus et ce que tu aimes le moins dans ton métier. Donc je te laisse nous dire, toi, ce qui te plaît le plus. Alors ce que j'aime le plus, c'est analyser en fait les informations, les données, donc aller les chercher aussi, faire mon travail d'enquêteur et en Mmh. fait résoudre les problèmes afin de trouver des solutions.
Donc c'est vraiment ça la plus grande satisfaction. Oui. Et avoir toujours en fait en tête que nous on est là pour, la on dit, safety first, c'est vraiment et donc en anglais puisque je reviens aussi à l'anglais, c'est Mmh. hyper et j'aime beaucoup ça aussi, être, travailler en équipe Mmh. avec, différentes cultures, hem, au travers le monde avec différentes fonctions. Donc, on a parlé en fait des affaires réglementaires, du développement clinique. Ça peut être aussi avec le médical, ça peut être, avec tout type de fonction. Donc, l'idée étant d'être en tant qu'équipe, de trouver en fait, la réponse à nos problèmes et avec les autorités de santé. Donc on va aussi, beaucoup interagir avec les autorités de santé et ça, c'est très intéressant. Donc ça va être au travers aussi d'évaluation des rapports que l'on fournit, avec des questions, lors de meetings, donc sous différents formats. OK, OK, très bien et tu parlais justement tout à l'heure de l'anglais, donc on sait que l'anglais, c'est important dans ton métier. Il y avait des cours d'anglais quand tu étais, en études de pharmacie ou c'est quelque chose que tu as appris, on va dire, au fur et à mesure de tes expériences ou de ton côté? Alors il y avait des cours d'anglais, je pense qu'il y en avait moins que ce que vous avez vous maintenant, Ouais. collège, lycée, c'était moins accentué, mais néanmoins, en fait, c'est vraiment la recommandation que j'ai et notamment aussi, avec mes enfants, l'anglais, regardez les séries en anglais, faites le plus possible de l'anglais parce que c'est quelque chose qui est un prérequis maintenant, donc après on peut toujours progresser, et en effet, moi j'ai progressé au sein de l'entreprise également, hem, mais c'est vraiment quelque chose, c'est important de l'avoir en tête, dans votre cursus. Ouais, pour ton métier particulièrement, Mmh, l'anglais est indispensable. indispensable. OK. J'ai Clara qui dit: «Oui, il faut regarder les films en version originale». Oui, Tout à fait. ça peut beaucoup aider, de regarder séries et films, en VO. Si c'est de l'anglais, ça peut aider, pour Tout apprendre à la fait, langue. ouais. Et dans ce que tu aimes le moins dans ton travail? Je te laisse nous le dire. Alors, il y a peu de choses que j'aime le moins. Il y a Mmh. eu notamment au niveau du covid, ça a été vraiment des très grosses journées de travail. C'était sur du très long terme, Mmh. et donc ça a été épuisant. Mmh. Néanmoins, bah, voilà, ça nous a permis de trouver des solutions. Donc après, moi, ce que j'aime, bien sûr et je suis passionnée par mon métier, donc s'il faut en fait, donner ce qu'on appelle un coup de collier pour, trouver une solution, ben, bien sûr, on est tous là et on est tous mobilisés. Bon, quand ça dure super longtemps et qu'au niveau de la famille, ben, voilà, c'est pas très équilibré, ça, c'est plus dur. Mais voilà, c'est pas grave, c'est oublié Ouais. et voilà. Oui, il y a des périodes qui doivent être plus compliquées que d'autres et toi, justement, ton métier, tu es en 35 heures, 40 heures ou ça dépend un peu des semaines? Alors, ça dépend des semaines, Mmh. mais on est plus sur du 40 heures quand même. Oui. Néanmoins, c'est assez aussi flexible Mmh. et du fait que l'on travaille avec différentes régions du monde, on va aussi s'adapter, mais c'est Mmh. flexible dans les 2 sens. C'est-à-dire que, on est là quand il y a quelque chose et qu'il faut, aussi étendre ses heures jusqu'à 12 heures par jour. Mmh. Néanmoins, bah, quand il y a un peu moins de travail, c'est aussi un peu plus flex et si par exemple, moi en tant que mère de famille, j'ai besoin pour, une raison ou une autre, d'être là pour mes enfants, bah, je peux aussi m'en accommoder et ça c'est hyper, Oui. agréable en fait. Au niveau santé mentale, on en parle Oui. beaucoup, c'est Oui. hyper agréable. Oui, il y a un équilibre quand même, ça te permet peut-être de gérer un peu parfois, ton temps, comme, un peu comme tu en as besoin, on va dire. Tout à fait. OK. Mais avec le retour aussi d'être là et d'être s'il y a besoin. Oui, bien sûr, c'est donnant-donnant. C'est-à-dire, voilà, s'il y a besoin du côté travail, faut être là aussi. Tout à fait. Super. Maintenant, je te laisse, nous dire donc, à la fin, on a pour habitude de toujours raconter soit un petit cliché, soit une petite anecdote. Donc par rapport à ton métier, je te laisse donc, nous le dire. Alors, beh, voilà, en fait, c'était juste souvent je parle de mon métier et en fait, les personnes autour de moi ne se rendent pas compte on est nombreux à être mobilisés pour protéger la santé des patients, donc à travers le monde. Et en fait, je suis très heureuse d'être là aujourd'hui pour vous parler de ceci parce qu'en fait, souvent, c'est méconnu et c'est un travail parfois de fourmi, mais c'est un travail donc qui est à la fois, en fait, une obligation réglementaire, mais aussi une passion. Oui. Et en effet, les équipes sont vraiment hyper mobilisées, pour, mettre à disposition, en fait, des médicaments qui soient en toute sécurité et donc pour le bénéfice du patient.
Oui, en fait, c'est un peu, parce que pareil, moi, j'avais personnellement aucune connaissance de ce métier ou du moins je mettais pas de nom dessus. Je me disais pas: «Oh, il y a des personnes qui veillent à notre sécurité». Parce que je savais, hein, qu'il y avait, voilà, des essais, pour les médicaments, que ça sortait pas comme ça. Mais je me rendais pas compte qu'il y avait tout un travail aussi après, pendant toute la vie du médicament où il faut, bah, vérifier que, le médicament est toujours, on va dire toujours, bénéfique pour les gens et j'imagine effectivement qu'il y a beaucoup de personnes qui font ce métier. C'est pas du tout connu, donc c'est hyper intéressant, que tu sois venu nous en parler aujourd'hui. Et d'ailleurs, toi, c'est une équipe, vous êtes une équipe dans la pharmacovigilance ou c'est vraiment, considéré, on va dire, un peu enfin, vous êtes un peu partout dans le monde et c'est l'équipe un peu partout dans le monde ou toi, avec toi, vous êtes plusieurs personnes à travailler sur le même sujet? Alors on est très nombreux, Oui, donc au niveau global, comme on le disait, mais oui. aussi au niveau des pays. OK, oui. Et en fait, on a différentes, spécificités, compétences. Donc il y a des personnes qui vont plus avoir un côté donc, médical, clinique, jugement clinique. D'autres qui vont être dans les bases de données parce qu'on a des outils qui sont, très importants pour nous aider à faire ce métier. Ouais. D'autres qui vont être plus sur la qualité. On est, hyper normé, sur aussi, sur nos délais et donc on parlait en fait de notre travail, donc de s'assurer de la sécurité. Donc bien sûr, ça repose sur les notifications que l'on reçoit, donc à la fois des patients, des autorités de santé, des professionnels de santé. Donc ça, c'est important de stimuler en fait les notifications. Mais toutes ces informations vont arriver dans des bases de données avec des délais qui sont impartis pour être hyper réactifs. Donc il y a des équipes qui s'assurent de ça, en fait, sur différentes parties avec des compétences spécifiques. OK, OK, super. Bon, bah, merci en tout cas à toi pour tout ce que tu as pu nous apporter aujourd'hui. On va bientôt donc conclure ce live. Est-ce que tu as un dernier message à faire passer, aux jeunes avant la fin? Ben, on vous attend. On vous Génial. attend et puis voilà, en fait, c'est ce que vous disiez également, au niveau de la des envies, des désirs enfin voilà, pour, choisir ses matières au lycée, ben voilà, ça se fait petit à petit. On ne sait pas d'emblée exactement ce que l'on va faire. Il faut être curieux, en fait. Soyez curieux, soyez motivés et puis dans les premières années, donc dans la à la en terminale et dans les premières années de fac, ben donnez-vous à fond parce qu'une fois que c'est fait, dans les concours, dans tout ça, après vous êtes tranquille et ça déroule. C'est OK, super. Bah, merci beaucoup en tout cas pour ta présentation. Merci à tous de nous avoir suivis. David vous a partagé dans le chat un Typeform pour pouvoir nous laisser, vos commentaires, et vos avis donc sur le live métier du jour, pour savoir, ce que vous en avez pensé. De mon côté, j'ai été vraiment, ravie, de l'animer, c'était hyper intéressant. Le prochain live, c'est cet après-midi à 15 heures. Grâce à notre visite virtuelle, vous pourrez donc plonger dans l'univers du jardinage avec style. On espère vous y voir nombreux. Et pour plus de conseils, toujours dans la joie et dans la bonne humeur, vous pouvez nous suivre sur Insta. À très bientôt tout le monde.